Est-ce que des... Bonjour à tous. C'est merveilleux, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence vers un retournement du marché immobilier. Titre un peu énigmatique, néanmoins vous savez très bien qu'un mouvement de bascule, un nouveau cycle, nous rentrons en tout cas dans un nouveau cycle. Et au-delà de regarder si oui ou non il y a un retournement de marché, ce qui va être intéressant dans cette webconférence, c'est d'aborder ça d'abord avec des experts, puisqu'on entend souvent des économistes nous donner quelques visions, ou alors pour ceux qui étaient à Rennes, on pouvait même entendre à travers les couloirs de Rennes quelques scénarios parfois même inquiétants. L'idée, c'est d'essayer de regarder, de décoder avec des experts ce qui se passe réellement, de façon à ce que vous puissiez entamer 2023 en continuant à garder des parts de marché et en comprenant réellement ce qui se passe au-delà de monter, que les prix montent ou descendent. Donc, les experts ou les spécialistes aujourd'hui, eh bien, forcément, pour ce retournement de marché, on va parler de prix, de toutes ces notions-là. Eh bien, on a notre économiste, donc, Alexandra Verliac, qui va évidemment intervenir pendant une grande partie de cette webconférence. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour Alexandra. On est très heureux en tout cas que tu nous rejoignes pour cette webconférence et qu'on puisse la faire ensemble, c'est-à-dire aussi accompagné du directeur commercial Geoffroy Boucheteil. Bonjour Geoffroy. Bonjour Alain, bonjour à tous. Donc moi je suis très content, alors ça ne regarde pas notre audience là, mais je suis très content qu'on puisse partager en tout cas cette webconférence ensemble. Je dis que nous étions sous la bannière Aviv Group. Alors pour ceux qui étaient au salon Rent, alors quelques-uns évidemment, vous nous entendez parler d'Aviv Group, sachant que vous connaissez évidemment cette entité aujourd'hui spécialiste de l'immobilier digital en Europe et de l'expertise data d'ailleurs, et vous connaissez très bien nos marques en France, puisque ça fait près de 30 ans que vous utilisez ce loger pour la partie acheteur et pour la partie vendeur et les estimations, le site de meilleurs agents. Mais on est aussi présent en Allemagne avec Immowelt, en Belgique avec Immoweb, et puis en Israël aussi avec Yad Stein. Et puis, au-delà de ces cœurs de métier pour lesquels on intervient depuis de nombreuses années à vos côtés, eh bien, il y a des nouveaux modèles parce qu'il faut être toujours évidemment à la pointe de l'innovation en fonction de ce que les clients, les porteurs de projets en tout cas souhaitent. Donc, par exemple, j'en cite un exemple qui est Plateau. Plateau étant ce module de prise de rendez-vous précise et qualifié, que ce soit pour la transaction ou la location. Alors, les marques du groupe, je les ai nommées, le groupe Se Loger, vous le connaissez puisque vous en êtes client, avec tous ces segments, c'est-à-dire bureau commerce, Se Loger neuf, Se Loger construire, Logikimo neuf pour les régions. Et puis, évidemment, dans ce groupe Aviv, meilleurs agents. Et puis, ces deux marques sur un segment particulier qui est les luxe, c'est-à-dire Luxe Résidence et Belle Demeure, où on intervient, nous, avec l'ensemble de nos services, aussi bien sur les vendeurs que sur les acheteurs d'ailleurs, sur les trois besoins fondamentaux que vous avez, hors recrutement de vos collaborateurs, qui sont la captation de mandats. Vous savez que 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui estiment leurs biens sur nos 3 plateformes, c'est-à-dire 1 tous les 8 secondes. Donc là, vous avez l'ensemble de nos services sur Meilleurs Agents, Se Loger, Logikimo pour évidemment capter des leads ou des mandats. Et puis, vous avez évidemment cette visibilité avec l'offre duo sur Se Loger que vous avez, et puis tous les services que vous ne connaissez peut-être pas tous de Meilleurs Agents. Et là, c'est 1 million de visites par jour sur nos 3 sites. Et puis, évidemment, cette captation d'acheteurs où chaque seconde, le groupe Se Loger met en relation 2 porteurs de projets. Donc, ça en fait une audience évidemment très puissante et très qualifiée. Alors, pourquoi aujourd'hui on a voulu cette webconférence? D'abord, elle était souvent à votre demande quand on vous envoie des questionnaires sur mais alors, nos clients nous demandent quelles sont les réponses, est-ce qu'il faut acheter maintenant ou pas, est-ce que les prix montent ou descendent, quelles sont, enfin, toutes les questions que vous posez en tout cas. On en a fait évidemment cette webconférence qu'on vous présente maintenant avec des grands chapitres. Un premier chapitre sur le marché immobilier avec un bilan 2022, des perspectives 2023 avec Alexandra tout en fin de webconférence, où vous aurez d'ailleurs cette présentation. Et puis bien sûr, on va regarder qu'est-ce que donnent les prix et la demande sur ce marché-là, mais on va regarder aussi qu'est-ce qu'il en est du financement et des emprunts. Vous savez très bien qu'il y a les taux et puis évidemment ce taux d'usure qui est revenu souvent, en tout cas durant l'été et à la rentrée, donc on en parlera aussi bien sûr, quelle est l'incidence en tout cas de l'impact de la remontée des taux, et puis les volumes et l'offre,
puisque vous allez voir que maintenant, on a aussi ces indicateurs-là, ce qui en fait une vision globale du marché, sachant que, évidemment, on vous présentera aussi donc tout à la fin nos perspectives pour les 12 prochains mois et comment vous y préparer au mieux à rentrer dans ce nouveau cycle dans lequel on est déjà rentré d'ailleurs. Et puis, une nouveauté, bien sûr, qu'on a dévoilée en exclusivité à quelques clients sur le salon Rent à Paris, sur en quoi aujourd'hui nos solutions Ultimo, que vous ne connaissez pas encore normalement, peuvent vous aider précisément dans le contexte immobilier actuel qu'on est en train de traverser. Alors évidemment, sur ce marché aujourd'hui, sur ce marché qui reste évidemment très dynamique, ou toujours très dynamique, puisque si on va droit au but, vous connaissez ces chiffres, mais c'est plus d'1 100 000 ou 1 150 000 transactions aujourd'hui pour terminer l'année 2022, après une année 2021 record à 1 200 000. Donc, en fait, sur des niveaux records de transactions, sur lequel ils étaient vraiment exceptionnels. Donc, on reviendra certainement à quelque chose de plus normal dans les années à venir, mais on va voir pourquoi et comment avec Alexandra incessamment sous peu. Vous allez voir que, bien sûr, alors le marché, on dit qu'il va se tasser un peu ou qu'il va revenir à la normale, on emploie les mots qu'on veut. En attendant, certains vont dire ça fait 5 ans qu'il y a 25% de professionnels de plus, qu'il y a peut-être une part de gâteau qui va peut-être un peu diminuer. Qui va en tirer les marrons du feu et comment? On espère répondre partiellement, en tout cas, à ces questions-là lors de cette webconférence. Alors, quand on entend aussi à gauche ou à droite, qu'est-ce qu'il en est sur cette fin d'année? Va-t-on être en dessous du million? Nous pensons que c'est un scénario peu probable. Pourquoi? On voit aujourd'hui qu'on est plutôt sur 1 100 000 transactions et que pour que ça passe sous la barre du million, c'est-à-dire là, on voit 993 000 transactions à l'écran, il faudrait que 25% des promesses n'aillent pas au bout sur une raison ou pour une autre, d'emprunt ou pas, ce qui est un scénario que nous n'envisageons pas, qui est très peu probable, que les 25%, vous imaginez, de promesses soient annulées. Donc, nous maintenons, nous, ce scénario qui reste encore sur un marché donc très dynamique, à plus d'1 100 000 transactions. Quand on voit les tendances post-Covid, on voit bien que dans les 2 ans, là, il y a eu des choses qui sont passées entre les métropoles et puis la périphérie et puis le rural. On voit toujours que les tendances sont portées, sont toujours les mêmes en tout cas, portées par d'abord le rural. On voit que cette courbe verte que vous voyez en bas, là, voilà, c'est d'abord porté par le rural, ensuite par les 50 plus grandes villes de France d'abord, avec encore plus 5,4%. Et puis les 10 plus grandes villes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de regarder cet indicateur qui est parfois prémonitoire, c'est-à-dire Paris, où pour la première fois, on a des indices de prix qui descendent, avec, on va voir d'ailleurs, avec Alexandra, ce qui se passe sur les volumes de stock, les durées de vente et les taux d'effort ou les capacités d'emprunt de nos clients. Sur les prix, vous avez des prix ou des villes qui ont beaucoup augmenté à un moment donné parce qu'elles rattrapaient leur retard. Je pense à Lille, par exemple, qui était une ville sous-cotée et qui a bien rattrapé normalement son emploi parce que cette ville était dynamique, avait un taux de chômage qui était un peu plus faible que les autres, avec des prix de marché qui étaient un peu plus bas. Donc, c'est normal qu'il y ait eu à un moment donné beaucoup d'augmentation. On voit qu'il y a encore de l'augmentation, mais qu'elle est beaucoup plus faible. Vous voyez, de 6,1, on est passé à 0,7. Et puis, idem sur un certain nombre de villes de France. Et là, on fait un focus sur Marseille et Strasbourg, par exemple, qui continuent, eux, à être plutôt des demandes très, très fortes. Des prix pour Marseille, où il y a 10 000 personnes qui partent par an, qui étaient encore une fois sur des grandes villes, 2e ou 3e de France, en dessous d'une moyenne, largement en dessous, puisque c'est largement en dessous des 3 800 € à Marseille ou 3 900 €, qui continuent à monter, puisque les prix pour une capitale régionale sont raisonnables ou plus raisonnable qu'ailleurs en tout cas, avec une demande très forte. Donc ça, on le voit comme ça. Vous voyez qu'il y avait eu aussi pendant cette période post-Covid et après, Covid et après, ces velléités pour les porteurs de projets, en tout cas, de trouver une maison, de s'échapper un peu de la ville, d'essayer de vivre un peu différemment. On sait bien qu'il n'y a pas eu d'exode et que cet écart se resserre maintenant entre la hausse des prix des maisons qui tirait les prix vers le haut entre septembre 2020 et 2021, on voit que ça commence à se réduire et que l'écart se réduit. Il se réduit aussi sur l'offre, puisque vous voyez qu'il y a moins 54% aujourd'hui de stock de maisons à vendre, d'abord parce qu'on en a vendu beaucoup. Il s'est fait aussi beaucoup de programmes immobiliers neufs et puis il y a eu beaucoup de déstockage, donc, et puis encore moins 28% pour les appartements, donc dans une moindre mesure, mais il y a eu beaucoup de déstockage. C'est pour ça qu'il y a eu
des records de vente historiques et des chiffres d'affaires aussi historiques pour les professionnels de l'immobilier. La question qui me vient maintenant, qu'on a fait à nouveau un point sur le prix et l'offre, c'est de regarder avec Alexandra notamment quel est l'impact de la remontée des taux sur l'impact de la demande. Donc Alexandra, c'est à toi pour nous expliquer ces impacts. Merci beaucoup Alain. Comme tu le décrivais, sur l'année passée, on était sur un marché très dynamique et ce particulièrement grâce à un environnement de taux particulièrement bas. Mais si on s'arrête un instant justement sur ces taux, on voit que sur ces 5 dernières années, les taux étaient bas. Encore en début d'année, on empruntait autour des 1%. Et depuis le début de l'année, ces taux remontent à 1,9% à septembre 2022. Et aujourd'hui, on emprunte autour des 2,3, 2,4% à 20 ans. Ce que ça signifie, c'est un coût du crédit plus important qui va donc forcément impacter la demande. Pour regarder quel est l'impact de cette demande, nous avons suivi un indicateur particulier qui est le taux d'effort, qui nous permet de connaître la solvabilité de la demande. Plus particulièrement, c'est le rapport entre le montant du remboursement mensuel de l'emprunt et les revenus disponibles du ménage. En d'autres termes, c'est la part du revenu qu'un ménage va consacrer au remboursement de son crédit. Pourquoi on a choisi cet indicateur? Parce qu'il est facilement comparable avec le seuil des 35% que les banques s'imposent. Autrement dit, une banque ne va pas prêter à un ménage si son taux d'effort est supérieur à 35%. Dans tout ce qui va suivre, nous avons pris un exemple d'un ménage français composé de 2 adultes qui a les revenus médians de sa ville et qui désire acheter un bien de 50 mètres carrés dans la commune de résidence avec un prêt à 20 ans. Juste, on a voulu là réexpliquer avec de la pédagogie, et vous aurez cette présentation, ce qu'est le taux d'effort, puisque notamment sur toute la partie acquéreur et les enjeux qu'il y a aujourd'hui sur les emprunts et le taux d'usure, il est à nouveau de bon goût, de bon ton ou nécessaire ou vital que le professionnel de l'immobilier qui démarre, puisque vous êtes plus de 1000 ou 2000 à nous regarder, il y a des gens qui démarrent aujourd'hui ce métier, soit des spécialistes des découvertes financières notamment, et de bien maîtriser les notions qu'Alexandra vient d'expliquer là. Et concernant donc ce crédit qui va être un élément très important sur les mois et les années à venir, nous avons pris plusieurs hypothèses. Donc tout d'abord, ce que nous allons vous montrer, c'est avec le taux qui était en vigueur au 1er septembre 2022, soit 1,9%. Et pour la suite, nous avons fait 2 hypothèses différentes. Une première hypothèse que nous privilégions, avec un taux à 2,75% au 1er janvier 2023 et une hypothèse un peu plus forte si jamais les taux venaient à augmenter plus fortement jusqu'à 4% au 1er janvier 2023. Mais tout d'abord, si on regarde l'historique de ce taux d'effort, on remarque que nous sommes toujours dans une période où il est particulièrement bas. Avec les taux à septembre 2022, donc 1,9%, il est à 28%, donc toujours en deçà de ce seuil de 35%, donc un taux qui nous permet toujours d'emprunter. Les ménages français sont toujours en mesure d'emprunter. Et dans nos scénarios différents, il monterait à 30% dans notre scénario privilégié et jusqu'à 34% dans notre scénario le plus extrême. Donc toujours en dessous de cette barre de 35%. En termes de solvabilité des ménages, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que globalement, vous voyez cette carte, la France reste plutôt ouverte. 60% des ménages resteraient solvables malgré cette hausse des taux. Ici, c'est sous l'hypothèse de taux à 2,75%, avec néanmoins quelques points rouges, mais ce sont des points que nous connaissons déjà. Les littoraux, la Méditerranée, les Alpes ou les grandes métropoles, notamment Paris. Plus particulièrement, si on regarde aujourd'hui, nous avons donc un taux d'effort à 28% en moyenne en France. À Paris, il atteint 69%, ce qui est déjà élevé. Mais c'est dans ces zones-là, à Paris, dans les 10 plus grandes villes de France, que le taux d'effort sera le plus impacté par la remontée des taux. À Paris, par exemple, il irait jusqu'à 75%
14% pardon, dans notre hypothèse privilégiée et jusqu'à 83% avec un taux d'intérêt à 4%. Alors qu'en France, il ne monterait que jusqu'à 30 ou 34% selon les hypothèses. Si on s'attarde un peu plus sur les grandes villes de France, avec notre hypothèse privilégiée, 60% des grandes villes continueraient d'avoir un taux d'effort acceptable et ce taux serait à 50% si on atteint un taux d'intérêt à 4%. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Parce que moi, je sais que la première fois que j'ai vu ce tableau avec le taux d'effort acceptable, j'ai eu un peu de mal comme ça. Est-ce qu'on peut prendre un exemple sur la ville de ton choix, oui, Tours par exemple Oui, tout à fait. Prenons Tours. Aujourd'hui, on voit que le taux d'effort, donc c'est la barre en noir, reste en dessous des 35%. Dans notre hypothèse privilégiée, taux de 75%, on passe toujours en dessous. Par contre, si le taux d'effort passe à 4, le taux d'intérêt passe à 4%, le taux d'effort dépasserait la limite des 35%. Donc là, les ménages seraient un peu plus en mode T pour emprunter. Ok, parfait. C'est plus clair. Et encore une fois, vous aurez cette présentation, donc vous aurez le temps de revenir dessus. On a quelque chose à retenir de tout ça? Oui, bien sûr qu'on a quelque chose à retenir. C'est que la hausse des taux d'intérêt impactera évidemment inévitablement la demande. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs quelles sont les bonnes pratiques des professionnels qui sont confrontés à ce métier-là. Quel que soit le scénario, le taux d'effort en France restera à moins de 35% en moyenne. Donc moi, j'aime bien cette idée aussi de ne pas être positif pour positif. Ben, la réalité la montre plutôt que le doigt mouillé ou je ne sais pas quelle hypothèse que vous avez bien vu, qu'il y a 60% sur la carte qu'a présentée Alexandra, qui reste au-dessus du taux d'effort, enfin en tout cas qui est finançable et qui peut faire des acquisitions, et que le taux d'effort restera à moins de 35% en moyenne, donc plutôt bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir s'adapter, il va falloir faire plein de choses qu'on va voir petit à petit. Les territoires avec le taux d'effort les plus élevés seront les plus impactés par la hausse des taux d'intérêt. Ça, vous avez vu les explications d'Alexandra. Et puis, la baisse de la demande sera particulièrement marquée à Paris, et on verra tout à l'heure, encore une fois, tous les enjeux de ce qui se passe sur Paris et peut-être même Lyon. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'état des stocks, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui, on aurait une vision globale de ce qu'il en est sur ce marché immobilier pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et les bonnes politiques commerciales. Donc, c'est la question que je te pose, tiens, Alexandra. L'état des stocks des biens à vendre, qu'en est-il? Peut-être que je peux rappeler que c'est nouveau et qu'on a une nouvelle méthodologie. Et ça, c'est grâce, alors ce nouvel indicateur-là qu'on lance, il est possible grâce au rapprochement de Se Loger de meilleurs agents au sein du groupe Aviv. Ça veut dire qu'on va avoir l'ensemble des données Se Loger. Donc avec plus de 70 000 professionnels de l'immobilier client, plus d'1 million d'annonces diffusées sur le site, donc un poste d'observation privilégié, une audience record et qualitatif, donc sur les biens à la vente et sur tous les segments et tous les marchés. Et puis une méthodologie où on a évidemment enlevé ou dédoublonné en tout cas tout ce qui pouvait l'être. Et puis, on a fait un suivi des annonces postées par cohorte d'agences. Donc, ça veut dire qu'on a un nouvel indicateur qui n'existait pas jusqu'à présent, qu'on vous dévoile maintenant et qui va nous donner en tout cas le résultat de toute cette data qu'on a à notre disposition et qu'on met à la vôtre maintenant. Alors, ça donne quoi, Alexandra, l'impact sur l'offre? Alors, comme tu le disais, Alain, en introduction, globalement, en France, on est dans un contexte de pénurie d'offres. C'est ce que vous voyez sur la courbe en bleu. En France, depuis la fin de l'année 2018, on voit les stocks de biens à vendre qui ne cessent de diminuer. Et c'est particulièrement vrai sur le marché du rural où on perd énormément d'offres de biens à vendre. Ce qui est moins vrai pour les marchés un peu plus urbains, pour les 50 plus grandes villes de France et 10 plus grandes villes de France, les stocks commencent à se reconstituer. Et à Paris, c'est le cas le plus extrême, les stocks ont fait plus que se reconstituer et là, donc on est sur une suroffre de biens. On a fait ce jeu de regarder cet indicateur du stock de biens à vendre sur les 50 plus grandes villes de France, mais pour résumer tout ça et par simplicité, nous les avons classés, ces 50 marchés, selon 4 catégories, allant d'une forte suroffre à une forte pénurie. Mais prenons quelques exemples. Donc, je vais vous parler de Paris, qui est en forte suroffre, et c'est exactement ce que vous voyez sur ce graphique.
Depuis 2018, l'offre de biens à vendre à Paris a augmenté de 52%. Vous voyez qu'après la crise, le nombre de biens en vente a augmenté et ce qui est particulièrement vrai, on voit cette accélération depuis le début de l'année. Donc là, Paris, c'est l'exemple typique de marché en forte suroffre. Dans une moindre mesure, on a Toulouse qui voit son stock se reconstituer. On a 12% de biens à vendre en plus par rapport à 2018. Donc là, des biens qui sont un peu plus de biens en vente, mais dans une moindre mesure, on va parler de légère suroffre. De l'autre côté, on peut prendre l'exemple de Rennes, où le stock commence à se reconstituer, mais est toujours en deçà des niveaux de 2018, avec 17% de biens à vendre en moins. Donc, on peut parler de légère pénurie. Et enfin, l'exemple typique de forte pénurie, c'est Marseille, la grande gagnante de la nouvelle géographie immobilière issue de la crise du Covid, où là, le stock de biens à vendre a été divisé par 2 depuis 4 ans, moins 50%, donc depuis 2018. À Marseille, on manque de biens en vente. Si on regarde sur l'ensemble de ces 50 grandes villes, globalement, on a 43 grandes villes qui sont en situation de pénurie et 8 villes en situation de suroffre, avec notamment 4 villes en forte suroffre, qui sont Lyon, Paris, Villeurbanne et Mérignac, qui étaient des villes où les marchés étaient très dynamiques ces dernières années. Peut-être que là, on peut en profiter pour vous témoigner les bonnes pratiques que nous ramènent, ou que nous remontent en tout cas à travers nos conseillers, nos 15 000 clients, sur ces grandes catégories. D'ailleurs, que vous pouvez adapter à chaque fois à votre secteur ou votre ville. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des quartiers ou des secteurs de votre ville qui sont en forte pénurie, d'autres en légère pénurie sur un type de bien ou un segment de bien, et adapter ce qu'on va dire, ce qu'Alexandra a dit, et ce que les professionnels de l'immobilier nous remontent. Quand on est en forte pénurie, alors évidemment, c'est pas à vous qu'on va l'apprendre, mais néanmoins, on avait envie de vous témoigner ça. Tous ceux qui sont en forte pénurie, qu'est-ce qui se passe? On reprend ces fondamentaux de prospection, qu'ils soient online ou offline. Bien sûr qu'on va essayer de transformer ces mandats simples en exclusivité. Bien sûr qu'on va regarder en priorité chez nos acheteurs, lesquels sont vendeurs, pour vraiment essayer d'obtenir non seulement de mandat à la vente, et aussi évidemment faire la vente avec un bien à l'achat. Et puis rappelez-vous que c'est le bon moment aussi, si jamais c'était arrivé à certains, de remettre en place ce que les clients reprochent le plus aux professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire son absence de suivi. Donc je sais que vous n'êtes pas concernés, que vous suivez évidemment tous parfaitement bien vos clients. Néanmoins, pour ceux qui auraient un peu oublié, ou parce que le marché était très dynamique et qu'il y avait plein d'affaires, c'est peut-être le moment de se dire, OK, on va démarrer à nouveau un suivi très régulier pour aller capter évidemment du mandat et transformer ces mandats simples en exclusifs, et puis conserver aussi ces mandats qui peut-être auraient… alors conserver ces mandats, non, ça c'est sûr. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Sur légère pénurie, bon, on est pareil, hein, on a bien vu que Nice-Rennes, à un moment donné, bien sûr que ça s'est beaucoup vendu, il y a eu ce mouvement. D'ailleurs, c'est Alexandra qui a sorti une étude, en tout cas sur la mobilité, ou en tout cas les grands mouvements de population. On voit que ça a été beaucoup vers l'ouest de la France. Donc Rennes a été une ville où tout s'est vendu parce qu'elle est étudiante, parce qu'elle est très proche des transports, parce qu'elle a un marché de l'emploi. Enfin bon, tous les clignotants étaient ouverts et ça commence à se reconstituer parce que ça a beaucoup vendu. Sur les acheteurs, en tout cas ceux qui sont en légère suroffre ou en forte suroffre, on pense à Lyon et à Paris. Alors là, il y a des choses, parce que Paris, par exemple, c'est la première fois depuis 25 ou 30 ans que c'est arrivé, ces histoires de délais qui s'allongent et à nouveau du stock. Donc là, on voit bien que l'agent immobilier d'aujourd'hui et de demain, il a intérêt à être très, très fort sur vérifier la solvabilité des acquéreurs, hiérarchiser ces acquéreurs, trier les bons des faux. Et on va voir qu'ils sont plus exigeants, qu'ils ont peut-être un budget maintenant entre la hausse des taux et la hausse des prix qui est diminué de 10 à 15%. Il va falloir réorienter, les suivre, faire de la pédagogie avec ces acquéreurs pour les conserver, pour qu'ils achètent avec vous et qu'ils vendent avec vous. Et puis, il va falloir devenir un as aussi de la découverte financière pour accompagner son client sur tous les fronts. Et on pourrait même rajouter maintenant devenir un champion du diagnostic de performance énergétique et de l'ensemble de ce qui va avec pour accompagnement et chiffrage de travaux. Je m'arrête là parce que ça risquerait d'être encore un peu long, mais en tout cas, c'est ce que nous ont remonté les professionnels de l'immobilier
qui sont nos clients quand on les écoute sur qu'est-ce qu'on refait à nouveau quand on a plus de mandats et qu'est-ce qu'on fait à nouveau quand on a moins d'acquéreurs et plus de mandats. Et ben on va aller travailler, notamment sur Paris, beaucoup des suivis vendeurs et de faire atterrir sur les prix avec notre outil Inventory ou d'autres outils, mais en tout cas, on va travailler fortement ces aspects, ces actions commerciales là. À retenir, là où Tétaux intervient dans un contexte général de pénurie de biens à vendre au niveau national, mais on a vu que pour Paris et Lyon, par exemple, c'était pas ça et qu'il y a des degrés et qu'en fonction du type de bien, du type de segment, est-ce que c'est un primo-accédant ou un investisseur, il y a des choses différentes qui se jouent. Cette situation est particulièrement vraie, évidemment, dans les marchés devenus attractifs dans la géographie immobilière post-Covid. On a vu que c'était le cas, ou en tout cas la championne, c'était Marseille avec Alexandra. Et puis, au contraire, il y a certains marchés de grandes métropoles, comme Paris ou Lyon, qui se trouvent en situation de suroffre, ce qui n'est jamais arrivé. Et certains professionnels de l'immobilier n'ont jamais connu ce type de marché. Donc, il y a des fondamentaux à réorienter et des pratiques commerciales, en tout cas, c'est ce qu'on nous remonte, peut-être à modifier un peu avec ce changement de cycle immobilier. Maintenant, on pourrait regarder, Alexandra, quelles sont ces répercussions sur le marché à la suite de ces stocks, de ces volumes de stocks, de ces pénuries ou pas, de ces emprunts. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, donc dans un premier côté, on a regardé ce qui se passait sur la demande, donc avec l'impact de la remontée des taux sur la demande dans différents contextes d'offres. Donc c'est pour ça que nous vous proposons une nouvelle grille de lecture en croisant les deux dimensions. Commençons tout d'abord par les marchés qui sont en pénurie. Ils vont faire face soit dans un premier cas à une demande qui va être toujours bonne et dynamique parce que les ménages sont solvables avec des taux d'effort en dessous de 35%. Ces marchés-là, on va dire qu'ils vont être épargnés d'un retournement du marché et d'une baisse de prix. Par exemple, il va s'agir de la France en moyenne ou du marché rural. En revanche, dans certains marchés qui font face à une pénurie, donc là où l'offre est faible, il va y avoir des marchés où la demande va être particulièrement impactée par la remontée des taux. Donc, à la fois, on va avoir une demande qui va baisser, mais en face, on a une offre qui est faible. Donc, ces marchés-là vont être très résilients parce que la pénurie d'offres va absorber la baisse de la demande. Donc, ces marchés-là, on les appelle très résilients. Et c'est le cas, par exemple, de Marseille, Montpellier ou l'ensemble des 50 plus grandes villes de France. Sur les marchés qui sont en suroffre, on a les marchés donc, pour lesquels, en plus de ça, la demande va être impactée. Donc là, une demande plus faible face à une offre qui est importante. Et ces marchés-là, eux, en revanche, vont être particulièrement vulnérables à la remontée des taux et donc vont peut-être connaître des baisses de prix. Donc là, on peut parler du top 10, donc des plus grandes villes de France, ou encore, comme on a vu, les exemples de Paris ou Lyon qui vont être particulièrement vulnérables. Concernant l'ensemble des autres marchés, suroffre avec une demande qui est bonne, ce sont des marchés que l'on appelle non attractifs. Super. À retenir, en tout cas sur forte demande, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou remettre en place, ou pour les nouveaux démarrer, un fort suivi client. Rappelez-vous, c'est ce que souvent les clients porteurs de projets nous reprochent. L'atterrissage sur les prix, comment je les fais atterrir sur les prix avec Inventory chez nous ou avec d'autres outils, mais en tout cas avec des preuves. Et puis transformer ces mandats simples en politique, en exclusivité, si vous avez cette politique et cette stratégie dans votre agence. Et quand on est en forte pénurie, donc de l'autre côté, on manque de mandats, Marseille par exemple, prospection online et offline, je remets mes fondamentaux de prospection, je rappelle toutes mes estimations, je mets en place une politique d'exclusivité pour être évidemment le seul, je tente une politique de partage de mandats, soit avec un système MLS sur la Côte d'Azur par exemple, ou un autre système, un MEPI ou autre, sur les autres régions, ou des accords juste entre professionnels qui souhaitent travailler ensemble. Et puis, bien sûr, je privilégie tous mes acquéreurs qui ont à vendre un bien pour faire 2 opérations en un seul coup. Et pour tous, on dit attention,
vérification de la solvabilité, hiérarchisation de mes acquéreurs pour bien les suivre, reprise d'une formation à la conclusion d'une vente parce que les acquéreurs vont être plus exigeants, ils vont négocier plus difficilement, donc il faut que je sois armé pour ça. Maîtrise du financement parce qu'il y a des budgets qui vont baisser de 5, 10, 15%. Donc, si je suis pas à l'aise avec ça, je ne vais pas pouvoir bien accompagner mon client, me différencier. Et bien sûr, nouvelle étape, maîtrise maintenant du diagnostic de performance énergétique avec qu'est-ce qui se passe quand j'ai un client qui m'apporte un bien F ou G à la vente ou que j'ai à ça à vendre à un acquéreur. Est-ce que j'ai bien les équipes pour expliquer quelle aide financière mon client peut bénéficier? Quels travaux et comment je peux l'accompagner là-dessus? Si je fais tout ça, eh ben, les 35% de ventes qui échappent encore aux professionnels qui sont détenus par le particulier, vous allez les récupérer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense et on a envie de vous accompagner là-dessus. Et puis, vous allez faire la différence aussi, évidemment, vis-à-vis de vos confrères. On a vu qu'il y avait deux problématiques aujourd'hui. Une sur la pénurie, une peut-être sur la suroffre. Et ce que je vous disais en début de webconférence, c'est que en vous écoutant, en recueillant toutes vos demandes et vos besoins, bah, il se trouve, et puis là, on a la chance d'avoir le directeur commercial Geoffroy Boucheteil qui est avec nous, d'avoir fabriqué sur mesure pour vous une solution qui permet de rentrer dans ce nouveau cycle. Geoffroy, tu es avec nous. Tout à donc, c'est à toi. Eh ben, c'est parfait. Ben, un grand merci Alain. En préambule, donc, je suis vraiment très heureux et très fier de vous présenter cette première offre croisée groupe SeLoger meilleurs agents. Donc c'est une vraie nouveauté. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette nouvelle offre, je vais rentrer un peu sur la genèse, le pourquoi et quel est l'objectif de cette offre. Donc si on regarde le slide suivant, donc déjà c'est le fruit du travail des trois marques SeLoger, Logitimo, meilleurs agents qui ont mis en avant leur expertise pour aboutir sur cette nouvelle offre Ultimo. Concrètement, SeLoger et Logitimo restent l'incontournable de la recherche immobilière et meilleurs agents a mis en avant son expertise de l'estimation et de la data pour arriver à ce produit Ultimo. Quel est l'objectif finalement et le but de cette offre Ultimo? C'est bien sûr de vous simplifier la mise en relation entre les porteurs de projets et vous, professionnels de l'immobilier. Trois grands objectifs. Un, vous rendre toujours plus visible. Concrètement, vous mettre à disposition l'ensemble des visites sur nos différents médias, donc 1 million de visites par jour sur nos médias. Le deuxième axe, c'est augmenter vos contacts acheteurs. Nous avons deux porteurs de projets qui sont mis en relation d'une agence immobilière ou d'un mandataire chaque seconde sur le site. Et enfin, la captation de mandats. Nous avons une demande d'estimation en ligne toutes les 8 secondes sur nos plateformes. Donc avant de rentrer dans le détail, nous allons vous laisser visionner la vidéo de présentation du produit. Hop, est-ce qu'on se retrouve? Oui, on s'est bien retrouvé là. Donc, je suis sur mon écran et je dois pouvoir partager mon écran. Et pourtant, hop, il y a un petit truc, je fais comme ci, je fais comme ça, et normalement, tout va bien. Presque. Alors, hop, hop, et voilà. Merci Alain, les joies du direct. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur cette offre, donc vous avez compris les trois grands piliers, la visibilité, augmenter le nombre d'acquéreurs et capter toujours plus de mandats. Sur la visibilité, effectivement, cette offre Ultimo vous permet de capter les différents porteurs de projets sur nos trois sites avec une véritable complémentarité.
On a bien sûr Se Loger, voilà, c'est la notoriété nationale, le grand public, le réflexe des particuliers dans le cadre d'un projet immobilier, Logitimo qui a véritablement un ancrage fort dans certaines régions, et enfin Meilleurs Agents qui est l'expert des prix sur le marché immobilier. L'objectif effectivement de ce regroupement des marques est bien sûr de vous fournir les meilleurs leads acheteurs et vendeurs. Si on fait un focus sur les acheteurs, donc bien sûr dans le cadre de cette offre, vous pourrez diffuser vos annonces, mettre en avant vos exclus, mais 2 points importants sont à noter. Le premier, ce sont les boost list et boost mail, où ça permet à l'ensemble des agents immobiliers de mettre en avant son annonce. Donc vous l'avez vu juste avant avec Alexandra et Alain, il y a différentes dynamiques de marché. Une dynamique de marché où on a peu d'acheteurs, et ben le boost peut vous permettre effectivement de mettre en avant et de survaloriser votre annonce. À l'inverse, comme à Paris où les délais de vente se rallongent, ça nous permet de valoriser, de mettre en avant l'annonce de manière régulière en tête de liste. Et bien sûr, en parallèle, vous aurez toujours la possibilité de faire rayonner votre agence en mettant votre logo et un lien sur les pages de résultats du site. Voilà sur la partie des acheteurs. Si on fait un focus maintenant sur la partie des vendeurs, comment capter toujours plus de mandats et orienter les propriétaires vendeurs chez vous. Donc, première information, sur l'ensemble de nos plateformes, nous avons 630 000 vendeurs que nous identifions chaque mois sur nos sites. L'objectif, c'est de vous mettre en visibilité de l'ensemble de ces porteurs de projets sur nos 3 plateformes. Donc, 75% des ventes commencent sur nos sites. Donc, une prise d'information des vendeurs, ils se renseignent, ils regardent sur 2 pages principales, la carte des prix, où on voit les prix au mètre carré, ville par ville, et bien sûr, on met en avant les agences immobilières pertinentes, et sur le résultat d'estimation, où après qu'un particulier fait une estimation, vous pouvez être affiché à la fin du résultat d'estimation, sachant que 79% des vendeurs réalisent une estimation en ligne avant d'initier un projet. Avoir des contacts vendeurs, c'est bien, mais les transformer en mandat, c'est encore mieux. Donc là, pour ça, nous avons mis à disposition 2 outils majeurs pour vous aider à capter les mandats. Le premier, c'est Inventory, qui est la base des biens vendus la plus à jour du marché. L'objectif de cet outil est très simple, c'est vous permettre de faire atterrir le vendeur sur le prix en comparant le bien que vous estimez avec des biens similaires et comparables de la base de données de l'outil. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est le certificat de parution. Donc ça rassure le vendeur, ça permet de démontrer votre expertise avant la captation du mandat et après d'avoir une base de discussion lors de la commercialisation du bien. Et enfin, là, je vais finir par 2 innovations qui sont majeures et importantes qui vont vous permettre de bien passer la transformation du marché en termes business. Le premier, c'est la détection des acheteurs-vendeurs. Donc concrètement, vous aurez l'information lorsqu'un acheteur souhaite vendre son bien et veut prendre contact avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un particulier qui, via le formulaire de contact du site, veut prendre contact avec vous, il aura la possibilité de cocher la case en disant qu'il est vendeur. Vous aurez cette information. Ça vous permet, vous, agent, de prioriser ce business et donc vite de rappeler ce contact et d'adapter aussi votre discours en ayant cette information. Donc ça, c'est une avancée majeure. Et la deuxième avancée majeure, ce sont les contacts vendeurs préqualifiés où nous vous mettons en relation avec des vendeurs qui sont déclarés sur nos différents sites et qualifiés par nos conseillers. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un particulier fait une estimation en ligne, des conseillers en interne rappellent la personne qui a fait cette estimation, valide le fait qu'il y ait bien un projet de vente imminent et après on vous diffuse et on vous communique l'information. Donc ça c'est un point très très important et tout nouveau que nous allons vous mettre à disposition dans le cadre de cette offre Ultimo. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé, vous recevrez un mail à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez être contacté par nos conseillers qui rentreront encore plus dans le détail sur cette nouvelle offre. Parfait. Merci beaucoup, Geoffroy. C'était très clair. Alexandra, tu es attendue comme le Messie sur les perspectives, la vision 2023. Qu'est-ce qui se passe? Oh, si tu veux, je peux démarrer les hypothèses pour nos prévisions, c'est vrai. Inflation au-dessus de 4, 5, elle est tout au long de l'année. Ça, on le sait maintenant. Alors, nos hypothèses de prévision, c'est sauf s'il se passe quelque chose d'autre, là, en tout cas. Sinon, le taux de chômage
On sait qu'il y a une stabilisation en dessous de 8%. Et puis les crédits, il y a une baisse de la procession de crédit de moins 20%. Et les taux d'intérêt sur 20 ans, on les projette à 2,75. Mais on sait, si on veut rester optimiste, et c'est la réalité, que les banques vont prêter en 2023 et que le business va se faire avec peut-être, mais ça c'est Alexandra qui va nous le dire, peut-être un peu plus, un peu moins, je n'en sais rien, je vais découvrir avec vous les chiffres pour 2023. Bien sûr, ça tient compte ces facteurs, plusieurs facteurs de risque susceptibles de remettre en cause ce scénario. Bien sûr, est-ce qu'il y aura aggravation de la crise énergétique, quid de la spirale inflationniste, quid des tensions sur les dettes souveraines européennes et aggravation de la situation géopolitique. Donc évidemment, ça c'est à surveiller et on ne peut pas prévoir ce qui n'est pas inscrit ici et qu'on ne sait pas encore. Tout à fait. Mais à partir de ces hypothèses, nous avons fait quelques prévisions pour les 12 prochains mois, enfin, jusqu'à septembre 2023, sur le marché. Si nous reprenons la grille de lecture que nous avons vue auparavant, cela va dépendre dans quel cas se trouve le marché en question. Donc, pour les marchés épargnés, on prévoit plutôt des hausses de prix allant jusqu'à 5%, et les marchés résilients devraient connaître eux aussi des hausses de prix un peu plus faibles, mais quand même jusqu'à 4%. En revanche, les marchés vulnérables, eux, comme je l'expliquais, vont connaître des baisses de prix allant jusqu'à moins 3% pour les marchés très vulnérables. Globalement, sur la France, on s'attend toujours à des augmentations de prix, plus 3% d'ici septembre 2023. Ça sera effectivement à un rythme plus faible que les 12 derniers mois, mais quand même, on s'attend à des hausses de prix. Tout comme le dynamisme de marché de façon générale, bien que l'on s'attende à un nombre de transactions plus faible que l'année passée, on s'attend à un niveau toujours élevé, autour des 950 000 transactions en France. Et si on détaille un peu plus nos segments de marché sur la France, on s'attend à des baisses de prix à Paris, donc on l'a qualifié de marché très vulnérable. Paris, on s'attend à moins 3% d'ici septembre 2023. Donc Paris qui pourrait se rapprocher à nouveau de la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré. Concernant les 10 plus grandes villes de France, on s'attend à des prix qui devraient stagner ou de très légères augmentations, autour des plus 1%. Des augmentations un peu plus fortes dans les 50 plus grandes villes de France, plus 3%. Et enfin, toujours les zones rurales qui devraient continuer d'augmenter avec plus 5%. Et si on détaille un peu plus nos 10 plus grandes villes de France, on s'attend, comme je vous le disais, à des baisses de prix un peu plus fortes à Paris et à Lyon, respectivement moins 3 et moins 2%. À Bordeaux et Toulouse, des baisses de prix, mais qui s'apparentent quand même à de la stagnation, moins 1%. Comme à Lille, où les prix ne devraient pas bouger. En revanche, des augmentations de prix toujours dans les autres grandes villes comme Rennes, Nantes, Strasbourg, Nice, on prévoit 2% d'augmentation et des augmentations un peu plus fortes à Montpellier, plus 3, et à Marseille, plus 4. Merci beaucoup Alexandra. Et si on voulait ajouter quelque chose, pas trop, mais si on prend à 30 minutes de Nantes, de Rennes, de Bordeaux, de Toulouse, en tout cas les villes moyennes ou le périurbain en tout cas, on peut avoir encore des augmentations de prix un peu loin de ces métropoles. Alors pour certains c'est 30 minutes de transport, pour d'autres c'est un peu plus ou un peu moins. Mais vous avez l'ensemble des informations en tout cas pour prendre les bonnes décisions, vous aider à prendre des décisions sur ce cycle 2023 où 950 000 transactions en prévision restent très important. On va prendre les questions après parce qu'on a beaucoup de questions. Ça reste très important, 950 000 transactions. À qui ou qui va prendre les parts de marché? C'est à vous de jouer, j'ai envie de dire, avec vos équipes, avec ce que vous savez, avec ce que vous allez mettre en œuvre. Mais il y a de quoi prendre plus de parts de marché pour certains en tout cas. Comment vous allez les récupérer, peut-être avec la difficulté des financements, parce que les gens vont essayer de vendre par eux-mêmes toujours, mais avec la difficulté des financements, des DPE, de l'accompagnement sur les travaux, vous avez à nouveau un rôle exceptionnel à jouer pour accompagner les porteurs de projets et rattraper les 35% de parts de marché. C'est près de 400 000 ventes qui échappent encore au milieu professionnel de l'immobilier. Donc, on voit bien qu'il y a une tension qui s'est amorcée avec un effet report qui va prendre du temps parce que les prix descendent beaucoup plus lentement qu'ils n'augmentent. Donc, sur 10, 12, 14, 18 mois, peut-être qu'il y aura cette légère baisse de prix. Mais même si la demande se tasse, les taux attractifs au regard de taux de l'inflation, en tout cas,
et le bon sens paysan, j'ai envie de vous dire, reste que l'immobilier chez les Français reste, et il reste attaché d'ailleurs à la propriété, pour avoir un toit, pour préparer leur retraite, pour investir, enfin pour mille raisons, et être bien chez eux aussi, ce qu'ils ont découvert avec la Covid notamment, et que ça reste évidemment un bon investissement ou en résidence principale ou en investissement, et que l'agent immobilier va devoir soit se réinventer, soit reprendre tous ses fondamentaux pour prendre toute sa place et conquérir ses parts de marché. Donc, on va prendre les questions, quelques questions. Vous savez que vous aurez cette présentation à disposition. On va vous donner aussi le communiqué de presse du baromètre d'octobre sur les prix, plus cette présentation. Je ne sais plus ce qu'on vous donne encore, mais on vous donne encore le replay pour regarder encore avec vos équipes ou revoir quelques passages où notamment est intervenue Alexandra, ou revoir l'offre parce qu'on a des questions sur Ultimo et il y a beaucoup d'informations. Il est normal de nous appeler pour avoir des explications et des démonstrations et relire peut-être ce qu'a fait Alexandra. Et il nous reste très peu de temps, donc après on va prendre les questions. Et vous pouvez retrouver nos livres blancs et articles, nos podcasts, nos infographies, nos formations sur la chaîne YouTube de Meilleurs Agents, tout le groupe Se Loger avec tous les articles qu'on met en place. Et puis je conclurai après les questions. Donc les questions, on en a plusieurs. On en a sur l'offre Ultimo, combien ça coûte, où est-ce que je peux m'abonner, tout ça. Ça, appelez-nous. Et on saura évidemment répondre parce qu'il y a des secteurs géographiques, il y a des particularités. Donc ça, on vous dira ça avec les conseillers que vous pourrez appeler en ligne. Certains disent, ah mais ça ressemble, puisque vous êtes tous clients Se Loger, là, c'est cette audience d'aujourd'hui certainement. Certains disent, ça ressemble à l'offre 360. Eh bien, il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de différences. Donc peut-être que moi, je vous conseille de prendre contact avec les conseillers pour avoir dans le détail l'explication. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Dites-moi. La webcam, bon, principal d'ailleurs, c'était pas de me voir, c'était plutôt d'entendre. Donc tout va bien. Donc, je répète pas puisque vous avez entendu. Donc, on avait cette question-là. Ensuite, on a, alors regardez Geoffroy et Alexandra s'il y a des questions qui sont plus pour vous. Que pensez-vous de la nouvelle technologie du métavers permettant plus que la visite virtuelle? Non. Alors, le métaverse, on a vu au Salon Rennes, par exemple, plein de choses sur le métaverse. Les échos étaient, et les ateliers, on a vu qu'il y avait des boîtes à outils intéressantes pour, en effet, travailler entre professionnels de l'immobilier, travailler avec des visites et avec ses clients. Néanmoins, on a vu beaucoup de choses encore qui étaient loin de l'opérationnel et du business de tous les jours. Moi, c'est la réponse que j'ai envie de vous faire sur le métaverse aujourd'hui. Quand vous parlez de Paris, est-ce uniquement intramuros? Oui. Quand on parle de la première et deuxième couronne, les choses peuvent être différentes. Donc, tout ce qu'on vous a, quand on dit Paris est en suroffre avec un délai de vente qui s'allonge et des stocks qui augmentent, ça, c'est Paris intramuros. Les choses peuvent être complètement différentes sur la première et la deuxième couronne. Elles sont d'ailleurs différentes. Ultimo là, comment ça vous l'avez fait une métaverse, on a répondu. Bon, on a répondu à l'ensemble des questions qu'on voit qui se répètent sur beaucoup du détail de l'offre Ultimo, de est-ce qu'on aura la présentation, de merci, c'était très intéressant. On vous remercie aussi. Je pense que vous pouvez nous remonter à la fin de cette, pour préparer la prochaine conférence, puisque c'est à chaque fois suite à vos demandes que l'on termine les conférences. Donc, par exemple, sur la prochaine conférence, il s'agit de besoins et d'attentes que vous nous avez remontés. Donc, nous, on a travaillé encore une fois avec des experts pour essayer de vous servir au mieux. Donc, on a vu qu'à la sortie du Salon Rennes, où on dit prospection digitale, on a vu que c'était pas une tarte à la crème, mais des mots employés où beaucoup faisaient semblant de les entendre sans les comprendre et sans avoir digéré tout ça. Donc, on a essayé de le digérer avec vous et pour vous, à l'aide de qu'est-ce que c'est la prospection digitale dans le concret. Et puis derrière ça, en parallèle, on interviewera en direct et vous pourrez vous poser toutes les questions du monde. Le numéro 1 en chiffre d'affaires du groupe Arche et notamment des agences La Forêt, qui est Virgile Taudière et ses équipes, qui a donc plusieurs agences, une dizaine de mémoires sur la forêt de Sèvres et la région. Et là, on va regarder les différents chapitres. C'est quoi le référencement naturel et payant? En théorie, on interviendra nous. Et puis, Virgile, qui est professionnel de l'immobilier comme vous, dira concrètement dans mon agence, comment j'ai fait, ça me coûte combien? Publicité en ligne, retargeting, réseaux sociaux, emailing. Nous, on expliquera cette phase de prospection digitale. Qu'est-ce que c'est concrètement pour réexpliquer à tout le monde? Et lui vous dira, voilà comment ça se traduit dans mon agence. Voilà ce que j'ai fait concrètement. Voilà comment je l'utilise et que mes conseillers l'utilisent. Et voilà ce que ça me rapporte. Donc, cette conférence est aussi
très attendu. Donc, pensez à vous inscrire. Vous allez recevoir évidemment des invitations et tout ça. Et je sais que c'est quelque chose de très attendu. Ce qu'on va vous demander là maintenant, c'est bien évidemment de répondre, de nous dire ce que vous avez apprécié, ce que vous voulez travailler la prochaine fois, ce qu'il vous manque, ce que vous aimeriez comme thème que vous avez à cœur pour 2023, de façon à ce qu'on puisse fabriquer ce dont vous avez besoin. Et juste avant ma dernière phrase de conclusion, évidemment que je vais remercier beaucoup Alexandra pour les données et pour la pédagogie qui nous est très utile et qui est très appréciée pour mettre du sens. Donc, merci beaucoup Alexandra. Merci à vous. J'étais ravie de vous présenter ces chiffres et j'espère qu'ils vous seront très utiles dans… Alors, faut pas en douter. Ils vont être très utiles parce qu'ils permettent de vraiment, au-delà de ça monte, ça descend, de bien comprendre ce qui se passe et de l'expliquer aux équipes et aux clients parce qu'il va falloir faire de la pédagogie. Et puis, bien sûr, le terrain, les opérations. Merci Geoffroy pour ton intervention, ton temps et la première présentation en direct là, de cette offre unique qui s'appelle Ultimo. Donc, merci beaucoup Geoffroy. Un grand plaisir de partager effectivement ces nouveautés avec vous et de passer du temps avec vous. Donc, à très bientôt pour échanger sur cette offre. On est à disposition. Et bien parfait. Nous, vous pouvez évidemment compter sur nous pour toujours vous accompagner, donner plus de valeur, contribuer à faire grandir vos différentes entreprises. Et puis, on souhaite que la puissance de cette audience maintenant réunie, audience qualifiée et que les innovations qu'on met en place vous permettent quotidiennement aujourd'hui de continuer à vous mettre avec le plus possible de porteurs de projets qui arrivent à maturité pour qu'ils soient vendeurs ou acheteurs d'ailleurs, pour que vous fassiez une très bonne année 2023 à nos côtés. Donc, merci à tous, à très bientôt, le 8 décembre.